Bonjour et merci d'être avec nous. Nous allons commencer avec une question complexe, épineuse mais passionnante. Comment devenir, redevenir, on ne sait pas très bien, un leader en santé? On a été bons, on a été plutôt bons, nous les Français, en santé, surtout fin 18e et 19e. Et puis aujourd'hui, on a des concurrents, on a des contraintes économiques qui font que on n'a peut-être pas toujours fait les bons choix. Et quand je dis on, ce n'est pas forcément les industriels, mais aussi les autorités, les diverses autorités. Vous verrez qu'on a, je crois, 12 organismes santé différents avec lesquels chaque start-up et chaque labo doit échanger avec des formulaires complexes. Donc voilà, comment redevenir un leader? On a quand même vu, pendant la pandémie, on nous avait toujours dit que la France avait le meilleur système de santé. On s'est rendu compte qu'il avait quand même des faiblesses et des problèmes. Qu'au niveau pharmaceutique, effectivement, on a un grand labo, mais que ça ne marche pas toujours aussi facilement que dans d'autres pays, en Allemagne ou aux États-Unis, pour monter des innovations. Et donc, voilà, aujourd'hui, on réfléchit, il y a eu le plan santé, Innovation Santé 2030, et toutes les bonnes idées sont attendues sur cette table ronde. Donc nous accueillons Florence Agostino-Ecceto, qui est présidente de Lyon Biopôle, du cluster Lyon Biopôle, un cluster maladies infectieuses. Jean-Yves Blais, qui est... Oui, c'est ça, excusez-moi. Jean-Yves Blais est président d'Unicancer, il est oncologue et il est impliqué dans le développement de médicaments innovants en oncologie, donc contre le cancer. Paul-Alain Dollinger est directeur général délégué de Sanofi France. Et enfin, Philippe Archinard est directeur délégué du pôle innovation technologique et partenariat scientifique pour l'Institut Mérieux. Merci d'être avec nous. Nous attendons normalement aussi in silico, donc en mode data, Pierre Dubois de la Toulouse School of Economics. Mais je ne sais pas si ça fonctionne. Ah, il est en face. Pierre Dubois, bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez beaucoup travaillé sur l'économie du médicament. Donc vous aurez sûrement des bonnes idées aussi, et des questions, et des idées à partager avec nous. Alors pour commencer, on entend parler depuis un moment de Boston, mais aussi de Munich, de Lausanne, qui sont un peu des terreaux fertiles pour les innovations médicales. Et on se dit, nous, en France, est-ce qu'on a vraiment un terreau fertile? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il y en a plein? On a eu les pôles de compétitivité qui ont eu un peu de mal à s'imposer parce qu'ils étaient peut-être un peu trop éparpillés. Et aujourd'hui, on en revient sur cette idée de comment créer un terreau fertile pour l'innovation médicale et l'innovation pharma. Je me tourne tout de suite vers Florence, qui connaît forcément le sujet, puisque vous travaillez depuis un moment à développer un terreau et à faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Alors Florence, comment est-ce que vous développez un terreau fertile? Comment est-ce qu'on peut faire pour un cluster? Alors, je me permets juste, moi je ne suis que la directrice générale du pôle de compétitivité Lyon Biopôle, qui travaille en santé de façon générale, avec effectivement un axe maladies infectieuses particulièrement fort. Pour répondre plus précisément à votre question, je pense que ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'on s'inscrit dans un travail de long terme. On n'est pas dans un système qui va produire immédiatement un résultat. Donc c'est sûr que par rapport à une société et des attendus, où on est sans arrêt confronté à des événements qui surviennent et auxquels il faut répondre avec une grande célérité, la structuration de ces écosystèmes peut paraître extrêmement longue. Alors qu'est-ce qu'il faut pour accompagner un terreau fertile? Déjà, il faut qu'il y ait des acteurs. Parce que faire pousser du blé dans le désert, c'est quand même très 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 difficile. Et on a cette chance en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir de très nombreux acteurs présents sur le territoire. Des acteurs qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur, des
très petites entreprises, très innovantes, des entreprises maintenant un peu plus structurées et moyennes, des grandes entreprises avec des capacités de production qui sont restées implantées sur ce territoire, et puis des équipes académiques et hospitalières. Après, le fait d'avoir tous les ingrédients, c'est voilà, si on file la métaphore sportive, ça suffit pas à faire une bonne équipe. C'est pas parce qu'on a forcément tous les meilleurs éparpillés qu'on a la meilleure équipe. Et c'est tout le travail d'un pôle de compétitivité, tout ce travail dans la durée, de permettre aux gens de se rencontrer, d'interagir, de co-construire un certain nombre de projets, d'essayer de sortir des silos dans lesquels chacun est enfermé avec un environnement, on en reparlera plus tard, qui est quand même très complexe, très lourd, très compétitif. Et donc, chacun est forcément très centré sur ses propres préoccupations et sur ses propres enjeux. Et pour nous, en revanche, tout l'objectif, c'est de trouver les synergies et de permettre aux gens de travailler ensemble. Donc ça peut paraître peut-être un peu bisounours comme façon de répondre à la question, mais honnêtement, c'est un travail de proximité, de construction, d'échange, d'identification des acteurs qui ont très souvent, quand on le leur propose, quand on le leur permet, ont vraiment sur ce territoire l'appétence et l'envie de construire quelque chose de commun. Et ça, je pense que c'est un facteur majeur. Alors après, c'est pas suffisant. Il faut que le politique suive. Voilà. Alors, on a une région, on l'a vu, qui est très impliquée en matière de santé. C'est un échelon tout à fait important. Mais il faut aussi qu'au niveau de l'État, au niveau européen, il y ait une volonté très affirmée d'accompagner, au-delà de la volonté individuelle des acteurs fédérés par des structures comme nous, d'accompagner une vision et de mettre les moyens qui sont nécessaires en face de cette vision. D'accord, merci. Quand je vous écoute, je me rappelle d'une conversation avec Philippe Archinard. Vous me parliez de salad bowl, qui est plus complexe vous me disiez un cluster, c'est plutôt un melting pot. Et nous, on a les éléments, mais ça fait plutôt salad bowl que melting pot. Tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, pour que tous ces ingrédients se mélangent de manière harmonieuse, il faut effectivement une fluidité dans les échanges. Et nous, en France, on est un peu en silo. Et effectivement, ça ressemble plus à la fin à un salad bowl qu'un melting pot, au sens où il y a un certain nombre d'articulations qui, certes, se sont améliorées, mais on parle souvent privé, public, relations académiques, PME, grandes entreprises. Tout ça ne fonctionne pas peut-être de manière aussi optimale que ça fonctionne dans un certain nombre de pays. Ensuite, quand on regarde ce qui fait, on parle souvent de Boston comme étant la référence absolue à juste titre. Bon, d'abord, on doit constater qu'il y a un Boston et un San Francisco aux États-Unis. Donc, nous, on peut peut-être pas avoir 8 ou 10 clusters en France. Il faut aussi être, je pense, lucide par rapport à ça. Et ensuite, ce qui a fait le succès d'une région comme celle de Boston, d'abord, c'était pas acquis, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et il n'y a pas eu une décision politique de faire un cluster à Boston. C'est la richesse de l'écosystème, l'excellence de la recherche académique, non seulement en sciences biologiques, mais aussi en médecine, donc Harvard, le MIT, les technologies, et un écosystème d'expertise et de financement que l'on n'a pas ici. Donc, je pense que on a fait beaucoup de progrès et effectivement, le Lyon Biopôle son travail doit être salué pour son rôle d'animateur et de stimulant dans cet écosystème. Mais effectivement, en France, on pâtit d'un certain nombre de problématiques qui empêchent de matérialiser finalement cette innovation. On fait beaucoup d'inventions, on a beaucoup de chercheurs brillants, on a beaucoup de découvertes qui se font, beaucoup de brevets, etc. Toujours, des centres académiques qui sont à un bon niveau international, mais on ne transforme pas cette invention, cette science en produits et en services qui arrivent sur le marché et qui ont un succès commercial. Et c'est l'aval qui, finalement, les essais cliniques et la production, qui matérialise l'innovation sur un territoire. Et là, on est beaucoup moins bon que d'autres territoires, et principalement pour des raisons qui tiennent aux régulateurs. Je crois qu'il faut le dire. On a en France une autorité de santé qui est peut-être pas aussi
excellente, si je puis dire, que la FDA, parce qu'on a un principe de précaution qu'on pousse à l'extrême, on a effectivement un certain nombre de pertes d'expertise aussi dans les régulateurs qui alimentent ce principe de précaution qui fait que, par exemple, beaucoup de nos jeunes pousses vont faire des études cliniques plutôt en Belgique, en Espagne ou ailleurs plutôt qu'en France. Donc, et si on commence pas à ancrer l'innovation par des essais cliniques sur le territoire, c'est une perte de chance pour nos patients. Mais ensuite, c'est aussi pas du pré-marketing, mais c'est la façon qu'ont les groupes pharmaceutiques ou les grosses biotech de préparer l'accès au marché. Oui, c'est donc, si on perd cette chance au niveau des essais cliniques, effectivement, on perd une chance supplémentaire d'avoir un accès rapide aux soins. Et Jean-Yves en parlera sûrement mieux que moi tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. On a beaucoup progressé. Je pense que l'écosystème, en 10 ans, 15 ans, s'est considérablement amélioré. Mais il y a encore des passerelles ou des interactions qu'il faut fluidifier et qu'il faut alimenter par plus de moyens financiers privés. Je ne parle pas de l'État, des financements privés. Et puis, effectivement, une façon par les autorités de santé, par les régulateurs, d'accepter l'innovation, de l'aider à se mettre en place et, in fine, de la payer, c'est-à-dire oui, ça, ce sont des informations qu'on va traiter surtout dans la deuxième et dans la troisième partie, qui sont des parties effectivement très intéressantes. On fait un terreau fertile, mais comment le faire prospérer? Je vais d'abord demander à Jean Viblet, vous, localement, avant de m'adresser bien sûr à Sanofi pour savoir ce qu'un grand pharma peut apporter dans un terreau fertile, mais vous, Jean-Yves Blais, localement, donc vous travaillez ensemble et vous avez vu qu'avec avec Florence, donc il y a l'animation est importante et les gens ont commencé à travailler ensemble chez vous. Oui, je pense que globalement, on parle de terreau fertile, il est présent. Pour avoir de l'innovation, pour que ça soit transféré aux patients, il faut qu'on ait de la recherche fondamentale de très haut niveau, celle qui se publie dans les natures. Il faut qu'on ait de la recherche clinique de très haut niveau. Et il faut qu'on ait les intermédiaires. Les intermédiaires qui sont les programmes de recherche de transfert et les chercheurs qui font du transfert, qui sont une des forces qui existent dans les clusters dont nous avons parlé, les clusters internationaux. Et la bonne nouvelle dans la question qui est posée, est-ce que la France pourrait devenir un terrain d'innovation, c'est que nous avons indiscutablement un terrain très solide sur la recherche fondamentale, la recherche de transfert et la recherche clinique. Maintenant, pour faire authentiquement une matérialisation, comme le disait Philippe, de l'innovation, il faut que le passage de la recherche fondamentale à la recherche clinique ne soit pas excessivement compliqué. La compétition, elle est internationale. On est dans un grand marathon dans lequel il y a des gens à côté de nous qui sont très bons, qui continuent à accélérer. Je pense à l'Espagne, je pense aux Pays-Bas, je pense à la Belgique, et qui, quelles que soient les qualités que nous et l'impulsion que nous donnons, gardent une avance et ne nous permettent pas actuellement de les rattraper. On a évoqué les difficultés de passage et notamment de ce que l'on appelle les études de phase 1 qui permettent aux chercheurs français de pouvoir développer précocement des médicaments. Alors ça a l'air d'être anecdotique numériquement. C'est-à-dire qu'il y a peu de patients qui vont entrer dans ce type d'études. Mais c'est fondamental sur le plan de la connaissance. Parce que lorsque l'on a les phases 1, on a une connaissance du terrain qui nous permet de transférer les choses en phase 2 et en phase 3. Le leadership s'acquiert à ce niveau-là. Ensuite, la France reste un très bon terrain, on va dire, pour développer des médicaments en phase 3, comparé traitement A contre traitement B, parce que c'est assez bien structuré. Mais c'est pas ça qu'on veut. L'innovation, ce n'est pas se mettre au service des innovateurs extérieurs. L'innovation, c'est d'être capable de la porter nous-mêmes. Et là-dessus, comme on l'a dit, on a un problème de vitesse d'exécution. Discutant avec mes collègues français qui sont allés travailler à l'extérieur, c'est sans ambiguïté. Les CRO disent on fera des phases 1 n'importe où, sauf en France. Pourquoi ? Parce que c'est lent, parce que les questions qui sont posées pour l'activation d'une étude sont incompréhensibles, que les délais de réponse qui nous sont imposés sont incompréhensibles. La semaine dernière, il se trouve que j'étais
connecté avec l'équipe quoi qu'en vacances. Et il y a eu 2 études qui ont été abandonnées par les industriels qui voulaient les développer en France parce que les questions qui étaient posées par les autorités de santé étaient tout simplement pas réalisables. Et donc, ça, c'est un fait, il faut regarder le problème dans les yeux et ensuite se dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça ? Tout simplement remettre l'expertise et la vitesse d'exécution. C'est-à-dire que c'est pas 6 mois plus tard qu'on se rend compte que voilà, c'est tout de suite, ici et maintenant, l'expertise, les experts français qui sont présents, parce qu'on a un terreau fertile, les mettre à contribution, au lieu de les considérer comme systématiquement en conflit d'intérêts et de les disqualifier. C'est un exemple que je cite assez régulièrement dans les débats tels que celui-ci, mais je suis très frappé de voir qu'on me demande mon avis, je suis un expert pour un certain nombre de pathologies, on me demande mon avis à peu près n'importe où ailleurs qu'en France, dans les pays limitrophes, on ne me demande pas dans le pays qui me paye. C'est très bizarre. Je pense qu'on a quelque chose à retravailler sur l'expertise, à la mise à disposition de l'expertise. Il y a un deuxième point qui me paraît important, mais qui est très d'actualité, c'est qu'on a un système de santé, numériquement, qui pose problème. Les déserts médicaux, ça n'est pas que des déserts médicaux pour le soin de routine. Lorsqu'on n'a plus de médecins pour des disciplines, ou plus assez, nous n'aurons plus de médecins excellents tout court. Parce que lorsqu'on n'a plus de médecins, ils s'occupent avant toute chose de l'urgence. Ils vont pas passer du temps à développer de l'innovation. Et ça, c'est un problème numérique qui est un problème majeur. Là aussi, on le regarde dans les yeux et on le résout. La résolution, c'est une ouverture davantage. Alors, je parle des médecins, mais on pourrait dire également des soignants, en l'occurrence dans le système de santé, parce que c'est étroitement connecté. Mais c'est indispensable si on veut avoir un système réactif. Les gens de Boston, les gens de San Francisco, mes collègues qui travaillent dans la même discipline que moi, ils voient 5 à 10 patients par semaine. Actuellement, je vois une trentaine de patients par semaine. Cette différence-là, et je suis dans des positions administratives qui me permettraient pour probablement d'en voir moins. On a besoin de plus de ressources humaines. Voilà les deux éléments qui me paraissent indispensables à faire développer. À faire un cluster. Donc, un terreau fertile, plein d'éléments, mais un peu gymkhana et avec des parcours compliqués. C'est ça. Vous êtes, Paul Allen, vous représentez un grand labo, le labo international qu'on a en France, enfin, le plus grand en tout cas. Vous, comment est-ce que vous pouvez vous installer dans un cluster ? Qu'est-ce que vous attendez d'un terreau fertile et qu'est-ce que vous pouvez y apporter, vous, Sanofi ? Alors, je souhaiterais prendre un exemple très concret. Qui est la décision l'année dernière de Sanofi d'installer en région lyonnaise le pan français de son centre d'excellence ARN messager. Donc l'année dernière, Sanofi a acquis une société américaine et donc plutôt que de développer à 100% cette technologie et cette plateforme en région bostonienne, Sanofi a pris le parti d'avoir un pan Boston et un pan Lyon. Pourquoi ? Pour 2 raisons principales. La première est que nous avions à Lyon, au sein de nos équipes, des compétences clés sur lesquelles nous pouvions capitaliser. Sanofi a des vraies compétences dans ce qu'on appelle le CMC, c'est-à-dire le passage de la paillasse à l'industriel, et qui était vraiment complémentaire de ce qu'on peut trouver à Boston, qui était plutôt en amont au niveau de la recherche. La deuxième raison était justement l'écosystème. Nous avons depuis 1 an pu recruter un certain nombre de talents qui viennent de cet écosystème et qui ont pu venir renforcer cette équipe lyonnaise qui, encore une fois, représente aujourd'hui plus de 200 personnes à Marcy-l'Étoile dédiées à cette plateforme ARN messager. Au-delà des talents qui ont pu nous rejoindre, nous avons aussi en région signé des accords comme le CERP, qui est un centre d'excellence sur les pathogènes respiratoires, qui est un partenariat avec les Hospices civils de Lyon et l'Université Lyon 1. Et comme vous le savez, la plateforme ARN messager est particulièrement adaptée pour le développement de vaccins contre ces pathogènes respiratoires, et donc d'avoir au sein de notre écosystème un centre d'excellence épidémiologique sur ces virus respiratoires en proximité de notre centre ARN messager est clé. Et on le fait plus largement sur le territoire. Nous avons sur l'ARN messager des contrats en cours aussi avec l'Institut Pasteur. Et donc c'est important d'avoir ce territoire en proximité.
mais aussi d'avoir une stratégie plus globale en France sur des thématiques prioritaires. Et c'est là où le biocluster est une vraie bonne idée. Et je dirais le biocluster est au domaine thérapeutique prioritaire, un peu ce que le CSIS, le Conseil stratégique des industries de santé, a été au plan Innovation Santé 2030. C'est-à-dire que le biocluster devient un catalyseur, devient un moyen d'écrire une feuille de route commune avec les acteurs académiques, hospitaliers, privés, donc publics et privés, et ensuite de la mettre en place, en particulier dans un lieu, parce que l'idée est d'avoir un lieu d'excellence avec des plateformes technologiques partagées, où on peut attirer des talents, construire des collaborations et faire émerger les biotech de demain. Donc le pôle de compétitivité plus générique, plus large, est très important. Nous avons plus de 900 fournisseurs et partenaires sur la région Rhône-Alpes, mais aussi cet axe plus focalisé, plus stratégique au travers des bioclusters. Et on est acteur, on espère, du biocluster immuno-infectieux à Lyon, et aussi acteur et promoteur du biocluster en oncologie, avec d'autres acteurs clés dont fait partie le professeur Blais via Unicancer. Voilà, donc c'est important d'avoir les deux, ce pôle de compétitivité et aussi des axes plus spécifiques de travail en commun. D'accord, merci. Pierre Dubois, je ne vous oublie pas. J'aurais voulu justement que vous puissiez introduire la deuxième partie. Vous êtes un économiste, vous travaillez sur des chiffres, sur des transferts, mais aussi sur des habitudes économiques. Vous avez découvert la complexité du fait de faire de l'économie en santé. Cette deuxième partie de rencontre, on vous laisse poser des questions, même si on les a forcément, vous les avez abordées dans la première partie. La complexité des parcours qui fait que même des essais cliniques phase 1 et 2, on préfère les faire ailleurs qu'en France. Effectivement, c'est inquiétant. Monsieur Yves Blais, je ne savais pas. Enfin, je ne savais pas. Je pensais que c'était surtout les phases 3 qui étaient complexes, mais si même les phases 1 et 2 sont tellement encadrées qu'elles sont trop complexes à faire en France, ça fait un peu peur. Mais bon. Vous, Pierre Dubois, qu'est-ce que vous avez découvert? Vous avez beaucoup travaillé sur l'économie du médicament avec Jean Tirole, notamment. Oui, alors on a travaillé sur d'autres sujets récemment avec Jean Tirole, mais depuis longtemps, moi je m'intéresse à ces questions-là. Je crois que beaucoup de choses intéressantes ont été dites. C'est très important de favoriser ces terreaux fertiles, de subventionner l'innovation. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit mieux compris dans le débat public, c'est que subventionner l'innovation, c'est quelque chose d'efficace économiquement. C'est quelque chose qui, à long terme, va bénéficier à la société. Et c'est pas des dépenses perdues, c'est au contraire des bons investissements. Donc, il est logique de subventionner et on a besoin de le faire au travers de toutes les dimensions, non seulement financières, mais aussi réglementaires. Et donc, ce qui a été dit précédemment est tout à fait juste. On observe des réglementations en Europe, en France, qui sont malheureusement souvent un peu trop strictes, un peu trop compliquées, et plus compliquées que celles de nos concurrents, notamment l'Amérique du Nord. Et on en voit le résultat. Le résultat, c'est que beaucoup de choses se développent beaucoup plus vite ailleurs. Alors je crois qu'il y a des statistiques qui le montrent objectivement. C'est pas simplement des anecdotes. Des statistiques montrent qu'effectivement les délais d'approbation des médicaments ou des différentes phases pour les médicaments innovants sont plus longs en Europe, en France, qu'aux États-Unis, et de façon très significative. Et ça ralentit le processus d'innovation. Et quand vous ralentissez le processus d'innovation, c'est pas simplement, on pourrait dire, oh oui, on est prêt à accepter un délai supplémentaire pour avoir un petit peu moins de risques, parce qu'on a une aversion au risque beaucoup plus forte que les Américains ou que d'autres pays en Asie ou ailleurs. Mais on non seulement on ralentit ce processus d'innovation, mais aussi on diminue sa rentabilité future. Parce que quand vous ralentissez l'accès au marché, les brevets ont des durées finies, et donc vous ralentissez aussi, vous diminuez aussi la rentabilité. Et donc tout ça a des effets cumulés qui sont très très négatifs. Donc il faut qu'on repense nos réglementations. Il y a un domaine où en Europe on a été un peu
précurseurs par rapport aux Américains. C'est dans le cas des médicaments biologiques où on a une réglementation sur les biosimilaires qui a été plus rapide et qui a permis l'accès aux biosimilaires plus rapide. Mais voilà, il y a des statistiques récentes, par exemple en oncologie, hein, comme le disait le professeur Blay, qui montrent sur les 10 dernières années des délais vraiment spectaculaires, beaucoup plus élevés en Europe qu'aux États-Unis. Et ça, c'est grave. C'est grave pour le développement de l'innovation et à terme aussi pour les patients qui vont pas bénéficier de ces innovations assez rapidement. Merci. Alors, lequel d'entre vous a envie de commencer sur qu'est-ce qu'il faut faire? Comment simplifier? Lequel a des bonnes idées? Vous avez sûrement tous des idées sur comment simplifier, qu'est-ce qu'il faudrait simplifier? Bon, allez, je me lance. Je pense qu'il y a une vraie question de cohérence. Il y a un certain nombre de points qui ont été mentionnés. Et je pense que si le cadre dans l'ensemble n'est pas cohérent, l'innovation n'émergera pas suffisamment en France. On a parlé du cadre recherche. Je pense qu'on pourrait parler aussi du cadre collaboratif, du cadre qui permet de favoriser l'industrialisation ou la réindustrialisation, le cadre qui permet un accès plus rapide, mais aussi le cadre qui permet d'avoir une économie du médicament qui prennent en compte les besoins des patients et l'innovation. Donc s'il n'y a pas une cohérence entre tous ces cadres, même s'il y a des belles choses, par exemple on a parlé du cadre collaboratif sur l'idée des bioclusters, le cadre de l'accès aux médicaments, on voit que la France, d'ici la fin de l'année, devrait prendre des décisions sur des sujets comme un accès direct, un peu comme font les Allemands, pour que les patients accèdent plus vite à l'innovation. On voit que dans le cadre de recherche, je ne veux pas reprendre les mots, on n'y est pas. Dans le cadre économique, on n'y est pas. On reparlera tout à l'heure du PLFSS. Et malheureusement, si tous ces cadres ne sont pas cohérents ensemble, ça envoie un très mauvais message aux acteurs qui vont trouver justement ces cadres plus cohérents dans d'autres pays. Merci. Florence Agostino, vous avez sûrement des idées, puisque vous êtes vraiment au contact des acteurs, de tous ces acteurs. Alors, comment faire en sorte qu'ils travaillent mieux ensemble, que ça soit moins compliqué pour eux d'avancer vers l'innovation? Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont déjà été évoqués. Moi, peut-être en complément, j'évoquerai aussi la continuité, finalement, de la vision politique qui doit être portée. À nouveau, ça a été dit, l'innovation est souvent perçue comme finalement un coût et un risque. Ce sont deux termes qui reviennent fréquemment quand on échange avec un certain nombre d'autorités. Alors bon, on a déjà parlé souvent en France, on n'a pas une très forte culture du risque, on n'a pas une très forte culture collaborative dans la mesure où on a tendance à confondre accès aux experts et conflits d'intérêts, et on n'a pas non plus toujours une vision extrêmement continue de l'investissement qu'il faut faire en matière d'innovation. Et finalement, la conjugaison de l'ensemble de ces éléments, ça donne un paysage qui devient flou pour les acteurs, qui en plus est complexe, les éléments réglementaires ont déjà été largement évoqués, et qui est complexe tout au long de la chaîne, de la recherche fondamentale jusque finalement à la recherche la plus appliquée, et complexité qu'on va aussi retrouver pour les industriels quand il s'agit ensuite de produire. Donc voilà, de peut-être réfléchir aussi en termes de vision continue. Là, il y a un plan Innovation Santé 2030, donc c'est un horizon de temps qui est bref, hein. Ça peut paraître lointain peut-être, mais en santé c'est très bref, on parle de demain finalement. Il faut garder des caps, il faut garder une vision continue, et puis bon voilà, je pense que le point a déjà été largement soulevé. Il faut qu'on aille vers un système lisible, simple, et où les autorités compétentes soient intégrées dans les process de discussion avec les acteurs de l'innovation, et ne se considèrent pas comme des censeurs finaux qui finalement sont plus des éléments de blocage que des éléments de co-construction. Et ces éléments de blocage ne sont pas au bénéfice des patients, parce que finalement, assurer la sécurité des patients, in fine, dans l'évaluation de l'innovation, c'est aussi la permettre sur le territoire national, selon des critères qu'on maîtrise aussi. Merci. Philippe Archinard, vous me disiez, oui, il faut des moyens, et il faut de la simplification, on en entend parler depuis très longtemps, mais pour l'instant,
est-ce que vous avez vu des procédures se simplifier? Vous avez des partenariats scientifiques? Vous voyez un petit peu aussi. Mais je ne pense pas que le problème de simplification soit au niveau des collaborations entre les acteurs, etc. Il y a toujours des choses à améliorer, mais là, les choses se passent plutôt pas mal. Je pense qu'il y a 3 points, pour moi, il y a 3 points clés qu'il faut arriver à améliorer. Un, c'est quand même les financements. On souffre d'un déficit de financement privé. Je ne parle pas de subventions ou d'aide d'État, mais de financement privé et d'expertise au niveau des capitaux risqueurs dans les domaines de la santé. Ça se comble, on progresse, mais on a encore un gap énorme avec les États-Unis. Quand on regarde le nombre le volume moyen des financements d'une biotech en Europe versus les États-Unis, on a des facteurs 3, 4, 5, voire 10. Donc il y a un problème d'intensité capitalistique. On est dans un métier qui coûte cher sur la durée et il ne faut pas se leurrer. Si on n'a pas des relais de financement privés avec des experts qui sont capables de prendre des risques, on ne va pas arriver à faire grandir nos jeunes pousses aussi loin qu'elles le méritent. Et finalement, c'est des candidats produits qui vont être développés ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. L'autre, Jean-Yves l'a dit tout à l'heure aussi, je pense qu'au niveau des régulateurs, on a un souci. C'était pas le cas il y a 10 ans ou 15 ans. La France était, si je prends l'oncologie, c'était le leader européen. Dans tous les scientific advice, Alimé, etc., il y avait des oncologues français. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc il y a une perte d'expertise parce qu'effectivement, peur du conflit d'intérêts, moyen, parce que si on ne paye pas ces experts au tarif international, on n'a pas les meilleurs. Et ce manque d'expertise se traduit en frilosité. C'est humain. Et du coup, on chicaille plus, on met plus de temps à se décider, ou on pose des mauvaises questions, on crée des problèmes qui n'en sont pas. Donc, je pense qu'autour de la NSM, c'est pas un procès d'intention. Il y a un problème qu'il faut régler. Il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas une excellence qu'on avait il y a 10 ou 15 ans dans ce domaine-là et qui se traduirait par une capacité aux inventions françaises, effectivement, de faire leur première preuve de concept en clinique en France. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième que je vois, c'est quand même les problématiques de production, parce que on parle des prix d'innovation, on parle des budgets de la sécurité sociale, mais c'est une chose si effectivement l'achat de ces produits se fait en France, ils sont produits en France, il y a de l'emploi, il y a des charges, il y a de l'impôt. En Suisse, c'est pas un problème que les médicaments soient chers. En Allemagne, c'est pas un problème parce que ce sont des produits qui sont exportateurs nets, qui produisent la plupart de leurs médicaments. En France, quand on regarde le prix d'un médicament, on est tout de suite dans un déficit de la balance commerciale et il n'y a pas la même acuité. Donc, il faut effectivement qu'on retrouve une souveraineté. Et, il y a un plan en France qui s'attache à résoudre ce problème. Mais tant qu'on n'aura pas effectivement une capacité à produire les médicaments de demain en France, on aura une sensibilité au prix qui découragera les grands acteurs de faire leur développement en France. D'accord, oui, effectivement, si on consomme sans produire et sans avoir de retour sur investissement, on a l'impression que c'est juste un coût. C'est pas une impression. Oui. On en avait un peu parlé peut-être avec Pierre Dubois. Justement, c'est le modèle Sécu. Est-il un modèle qu'il faut revoir, sur lequel il faut réfléchir ? Je crois qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans le fait qu'on ait une assurance santé nationale qui donne accès à la santé à tout le monde. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on veut garder. Mais évidemment, il faut qu'on puisse donner accès aux médicaments innovants, aux innovations aussi à tout le monde. Et pour ça, il faut des moyens. Donc, à une enveloppe budgétaire donnée, ça veut dire qu'il faut réorienter les dépenses des médicaments les moins innovants vers les plus innovants lorsqu'on en a besoin, savoir faire des économies là où on peut en faire, ne pas forcément rembourser tout ce qui est médicaments de confort, mais favoriser l'accès aux innovations qui vont permettre de guérir un cancer, qui vont permettre de guérir des personnes qui sinon n'auraient pas de chance de survie. Je crois qu'il faut qu'on comprenne bien que, alors il y a aussi la solution d'augmenter les moyens, mais il faut aussi qu'on comprenne que ces moyens de santé qu'on attribue
aux innovations qui sont des innovations formidables. Hein. C'est des innovations qui arrivent dans les années à venir, qui vont permettre de sauver les gens qui ont des maladies incurables, etc. C'est quelque chose que je crois que toute la société demande. Il faut qu'on comprenne que ça a un prix et qu'il faut qu'on paye cela et que c'est pas des dépenses. Ce sont des bonnes dépenses dans le sens où c'est des dépenses qui sont très égalitaires. Les risques de santé, les risques de cancer sont pas liés, sont pas plus fortes chez les riches que chez les pauvres. Même parfois, c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est des choses qui réduisent les inégalités de santé. C'est des choses qui sont extrêmement positives, qui sont comme des investissements, même parfois. C'est-à-dire, dans certains cas, ça permet de réduire des dépenses de santé futures. Donc, il y a eu le cas spectaculaire il y a quelques années de l'hépatite C, hein, et des nouveaux médicaments contre l'hépatite C qui ont coûté très cher. Parce que c'était des médicaments très innovants qu'il fallait payer cet accès à ces innovations, mais qui ensuite permettent de faire des économies de santé énormes. Parce que vous avez des personnes qui avaient des hépatites C qui ont été guéries et qui ensuite n'ont pas développé les cirrhoses ou cancer du foie ou autres maladies graves qui coûtent extrêmement cher à traiter ex post. Donc je crois qu'il faut qu'on voit ces dépenses de médicaments et de santé dans produits innovants. Encore une fois, en produits innovants, hein, je ne parle pas de dépenses de santé pour des médicaments qui sont anciens, génériqués, pour lesquels on n'a pas besoin de réinvestir. Mais dans ces médicaments très innovants, il faut qu'on voit ça comme des investissements, en fait. C'est des investissements qui permettent d'améliorer la santé, de réduire des inégalités, qui permettent aussi de diminuer des dépenses de santé futures sur des maladies chroniques. Donc ce sont des bonnes dépenses. Alors ça veut dire qu'il faut que l'État doit avoir une vision de long terme, pas simplement une vision de court terme. Lorsqu'on va avoir un médicament qui va guérir un cancer très grave, potentiellement, il faudra dépenser beaucoup les premières années pour traiter tous les malades qui sont actuellement atteints. Et ça, il faut qu'on accepte de voir cette vision de long terme. Alors, ce qui est toujours compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut pouvoir faire des transferts intertemporels, il faut pour ça des capacités d'engagement que l'État n'a pas toujours, que l'État ne respecte pas toujours, qui sont à la fois pas simplement s'engager à dépenser beaucoup aujourd'hui, mais aussi peut-être à dépenser moins plus tard. Et ça, c'est quelque chose de difficile, mais il faut qu'on aille vers ça parce que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la société et pour les finances de la sécurité sociale. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je développe un peu plus, mais je crois que cette question du prix, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir penser un peu mieux au niveau européen. Donc, c'est pas simplement franco-français, c'est aussi européen. Oui, tout à fait. Et on recevra tout à l'heure Philippe Lamoureux pour parler du niveau européen, mais on peut déjà aussi commencer à aborder cette question maintenant. Donc là, on parle de prix du médicament, et en même temps, si on les produit en France, il y a aussi un gros retour sur investissement de ce qu'on aura investi sur le médicament et sur la santé. Forcément, on va peut-être parler PLFSS. Paul-Alain Doullinger, vous aviez envie de parler un peu du PLFSS ou pas ? Alors, peut-être juste avant de parler de PLFSS, peut-être un élément supplémentaire par rapport à ce qui a été dit. Alors oui, clairement, l'innovation coûte très cher. Mais un médicament ou un vaccin plus ancien doit continuer son processus, on appelle life cycle, de cycle de vie, d'amélioration, parce qu'il faut avoir des procédés, parce qu'on est dans un monde compétitif, il faut avoir des procédés plus productifs, parce qu'il y a de l'obsolescence du matériel, parce qu'il y a des contraintes réglementaires nouvelles. Et donc sur un site comme le site de Marcy-l'Étoile, où au jour d'aujourd'hui, dans les 2-3 ans qui viennent, on n'a pas prévu d'avoir un nouveau vaccin, on doit investir plus de 200 millions pour réaliser ces éléments-là sur un vaccin qui existe déjà depuis 10 ans. Donc il ne faut pas penser que les produits plus anciens, vaccins ou thérapies, ne nécessitent pas eux-mêmes leurs propres investissements. Et donc bien entendu, l'innovation qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, coûte très cher. Aujourd'hui, pour en revenir
au PLFSS. Ce qui est dommage, c'est que ce qui avait été, j'allais dire, cranté ensemble, tous les acteurs, avec ce qui avait été communiqué en juin l'année dernière par le Comité stratégique des industries de santé et pour beaucoup repris dans le plan Innovation Santé 2030, ne se retrouve pas du tout ou pas suffisamment dans le PLFSS 2023. Quelques exemples. En juin l'année dernière avait été annoncé ou promis une croissance de l'économie ou du marché du médicament de 2,4%. Bon, le PLFSS prévoit 0,4%. J'ai juste lancé PLFSS comme ça, je vais juste le détailler. Projet de loi de financement de la sécurité sociale. Merci. Pardon. Et si on regarde une étude publiée par IQVIA, qui a regardé sur la période 2019-2023 comment allaient progresser les dépenses de médicaments au niveau européen, la France s'est vue à peu près à 0,5% par an, donc ils ont été légèrement plus optimistes. Mais l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni sont entre 3 et 4%. Donc on peut le regarder par le bout qu'on veut, mais je pense que ce n'est pas juste une question de vase communicant, parce qu'il faut aussi investir sur les médicaments plus anciens. Il faut faire une place et tenir compte de l'évolution démographique, des besoins des patients et de la formidable opportunité qui est apportée par ces innovations. Et ça doit passer par une part de croissance. Merci. On a en même temps une enveloppe que les Français ou que le gouvernement français est prêt à accorder à la santé et aux médicaments, et on entend toujours parler de cet objectif de maîtrise des dépenses de la Sécu. Donc effectivement, oui, on peut se demander, avec des innovations qui sont coûteuses, comment faire. Il faut revoir l'économie du médicament. Dans le PLFSS, justement, projet de loi de financement de la Sécu, on a aujourd'hui une façon de financer des médicaments très innovants et très onéreux à la compétence et en plusieurs règlements. On pense à l'injection de ce médicament de thérapie génique du labo américain Bluebird qui coûte 3 millions l'injection unique. Mais c'est une injection pour guérir une maladie génétique rare. Donc là, que pensez-vous de ce nouveau modèle de financement en plusieurs étapes? Soit Pierre Dubois, soit l'un de vous quatre. Si vous voulez, je peux dire un mot. Oui, je crois qu'il va falloir inventer des nouveaux mécanismes de tarification. Effectivement, pour ces médicaments très innovants et très onéreux, il y a des mécanismes qui permettront de lisser les dépenses de santé, de lisser et de partager le risque d'une certaine manière entre l'assureur, qui est dans le cas de la France, la sécurité sociale, et le producteur, avec des paiements à la performance, avec des paiements échelonnés. Mais je crois qu'il faut qu'on développe ces mécanismes et ça veut dire aussi que nos réglementations évoluent et qu'on sache voir l'aspect long terme et bénéfique de ces dépenses. C'est encore un petit peu la même question, c'est-à-dire que ces 3 millions, ça paraît énorme, mais si on compte tout ce que les autres dépenses de santé, toutes les autres dépenses de santé qu'on aurait dû effectuer pour soigner un enfant qui va vivre plusieurs années avec une maladie grave, ça peut être très très cher aussi. Mais pour ça, il faut avoir une vision de long terme et donc effectivement trouver des nouveaux mécanismes qui permettent de lisser dans le temps ces paiements pour qu'il n'y ait pas forcément des sauts brutaux dans les dépenses de santé. Et je crois que c'est quelque chose qui a développé et il faut que nos agences de médicaments, alors en France c'est la Haute Autorité de Santé et puis le Comité économique des produits de santé, mais aussi au niveau européen, sachent s'adapter.
Et ça, j'espère que ça va venir, que les agences européennes aussi vont être leaders dans ce domaine et qu'on va pouvoir aussi harmoniser, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se faire au niveau européen et pas simplement au niveau franco-français, pour éviter des espèces de concurrence en prix entre pays européens qui n'ont pas de sens dans ce cas-là. Merci. Jean-Yves Blay, je vais me retourner vers vous. Justement, vous, vous connaissez bien le niveau européen puisque vous travaillez avec des chercheurs européens, pas seulement, mais aussi européens. Effectivement, est-ce que la santé aurait plus, on aurait une meilleure, on pourrait devenir un leader santé en arrivant à bosser, à travailler davantage au niveau européen? Je crois qu'effectivement, l'Europe est une chance. Tout d'abord, je voudrais dire que l'ensemble des points qui ont été évoqués par les membres du panel comme perspective d'amélioration, tout le monde est d'accord. En fait, on est tous d'accord là-dessus. Donc, la seule recommandation que l'on peut peut-être faire, c'est simplement d'écouter tout ce que les gens qui sont autour de cette table disent et simplement l'appliquer. Alors, oui, l'Europe est une opportunité, car on est plus fort devant des mastodontes que sont la Chine, l'Inde, mais les États-Unis évidemment, c'est une opportunité, mais ce sont également des collègues, des amis et des concurrents. Objectivement, nous sommes sur un terrain de jeu qui est concurrentiel, et si l'étude de phase 1 qui a 2 sites se fait en Espagne et aux Pays-Bas, elle ne se fera pas en France, encore une fois. Et c'est un point sur lequel nous devons travailler, mais c'est plutôt bien dans une saine compétition. Encore faut-il que nous ne démarrions pas le 100 mètres avec des chaussures de plomb, mais c'est vraiment une opportunité pour travailler ensemble, surtout à un moment de la médecine de précision. On a la discipline dont je m'occupe, où en fait le résultat net de cette médecine, c'est qu'elle fragmente les cadres des maladies en de petits groupes de patients. Et donc on a besoin d'être plus nombreux. Un pays comme la France, 67 millions, est un petit pays. On a besoin d'être plus nombreux, et l'Europe est certainement une opportunité. Maintenant, c'est aussi un challenge, car la compétition, elle est aussi intra-européenne. Tout à fait. C'est un sujet. L'un de vous veut finir sur l'Europe du médicament, excusez-moi, sur l'économie du médicament. Après, nous allons parler Europe du médicament avec Philippe Lamoureux. Je ne suis pas spécialiste de ces problématiques-là, mais moi, il me semble qu'une voie, ça serait effectivement d'aller vers un paiement à l'efficacité. C'est-à-dire que ça aurait pour vertu que de donner un incentive pour mieux cibler les patients. On parle beaucoup de médecine personnalisée, mais aujourd'hui, il faut bien reconnaître que amener un élément de diagnostic dans l'équation pour sélectionner un patient, c'est pas forcément quelque chose que les pharma, même si elles le disent, voient ça toujours d'un bon œil. Ça permettrait effectivement de pas incentiver une industrie à transformer des maladies guérissables en maladies chroniques. Il faudrait aller vers un système qui récompense fortement l'efficacité et la guérison, et trouver des modalités effectivement quitte à payer très cher ces médicaments, parce que effectivement ils vont éviter des coûts, comme le disait des coûts de personnes qui sont malades longtemps sur la durée, avec des coûts chroniques qui sont in fine beaucoup plus chers, mais qui sont moins visibles. On parle du prix du médicament comme du prix du diagnostic parce que ça c'est visible, on peut taper dessus, mais les coûts d'infrastructure, les coûts d'hospitalisation, tout ça c'est des coûts qui sont beaucoup plus diffus, mais qui sont incomparablement plus importants en masse. Et c'est cela qu'il faut cibler en priorité, pas ceux des médicaments. Alors, il est prévu une mission de concertation, de discussion entre les industriels et le gouvernement début d'année prochaine sur ce sujet. Et je pense qu'on peut se donner rendez-vous l'année prochaine pour justement voir ce qui en sortira. Puis on l'enverra à l'enregistrement de ce panel, ça leur donnera quelques idées. Est-ce que le gouvernement a retenu de vos bonnes idées? Donc je rappelle juste, quand on a parlé du projet de loi de financement, ce nouveau mode de financement de médicaments très onéreux, mais qui pourrait effectivement guérir des malades qui ne seront pas malades toute leur vie et à l'hôpital régulièrement, prévoit de payer plusieurs forfaits, de payer les 3 millions de dollars en plusieurs fois, et de suspendre les financements si le malade n'est finalement pas guéri, si le médicament ne fonctionne pas aussi bien que qu'il aurait espéré. Et effectivement, la pharmacie, vous en avez parlé, j'y reviens, c'est un risque.
c'est un risque, mais avec un enjeu exceptionnel, c'est la bonne santé et la vie humaine. Donc ça a un coût et peut-être que les Français, on devrait se remettre dans la tête que c'est un coût normal. À force de penser que tout est remboursé par la Sécu, peut-être qu'on a oublié de se rendre compte que le médicament, le médecin, l'hôpital étaient vraiment des chances. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour toutes vos idées. Merci, un grand merci.